Son cosas que yo no sé, a mí me contaron algo que pasó, algo en la calle, en la micro, llegando a la casa todo sucedió. La vida parece igual, ya nada me importa, todo es irreal. Mirando tele en la cama, la vida se pasa y los sueños se van, volante o maleta. Viendrait-il des chauves-souris, ou peut-être des fruits de mer, ou encore une arme biotech échappée d'un laboratoire? Le virus du SARS-CoV-2 apparaît lors du mois de novembre de l'année passée en Chine. Un homme de 55 ans tombe malade dans la province du Hubei, dans la ville de Wuhan. Au début, l'histoire de l'épidémie en Chine ne fait pas beaucoup de bruit en Europe. Aucune mesure n'est prise en Occident. Puis le temps passe et les choses changent. En plein Conseil des droits de l'homme, au siège des Nations Unies à Genève, la maladie du Covid-19 rentre officiellement dans la vie quotidienne occidentale. D'abord en Italie, puis tous les autres pays commencent également à prendre des mesures restrictives. Le Conseil des droits de l'homme se conclut avec une semaine d'avance. L'on ferme les frontières, les magasins. On se prépare à affronter la menace du virus. Qu'est-ce que vraiment le Covid-19? L'infection, basée sur les données épidémiologiques actuellement disponibles dans des dizaines de milliers de cas, provoque des symptômes légers à modérés, un type de grippe, dans 80 à 90% des cas. Une pneumonie peut se développer dans 10 à 15% des cas, mais son évolution est cependant bénigne dans la majorité absolue. On estime que seulement 4% des patients doivent être admis aux soins intensifs. Le risque de complications graves augmente avec l'âge et les personnes de plus de 65 ans et ou atteintes de maladies préexistantes ou immunodéprimées sont évidemment plus à risque, comme elles le seraient pour la grippe. Richard Koselweit, directeur de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, avait bien saisi la situation de son début quand il affirmait qu'une série de réponses politiques spécifiques et de réformes institutionnelles sont nécessaires pour éviter qu'une crise sanitaire localisée sur un marché alimentaire du centre de la Chine ne devienne une crise économique mondiale. Peut-être que les réponses politiques spécifiques et les réformes institutionnelles exhortées par Koselweit n'étaient pas faciles à prendre. Peut-être que réellement aucun pays n'avait pas vu venir la chose et ne savait pas bien comment y répondre. C'est peut-être le cas de l'Italie. Intanto io per stasera cambierei comunque il titolo, Zalone, se sei d'accordo. Cambiamo, non è più Fratelli di Crozza, ma sarà Crozza senza fratelli, benvenuti nel vuoto. Maurizio Crozza, comédien italien, a raison quand, dans son monologue sur le coronavirus, parle de ce moment comme d'une véritable première fois. Un peu quand nous faisons l'amour la première fois, c'est également la première fois que les gouvernements doivent prendre des mesures contre un virus. Et personne ne sait réellement quelles sont les meilleures mesures à prendre. Fontana, le président de la région Lombardie, avait commencé en voulant bloquer toute la région, puis seulement Milan. Puis finalement, il s'est auto-isolé lui-même au début de l'épidémie. La raison? Des bourses difficiles, qui n'étaient pas réellement compatibles avec un blocage de l'économie mondiale, laquelle, au final, elle a dû être mise de côté, du moins momentanément, afin de prendre des mesures nécessaires face à la maladie du Covid-19. Il Covid-19 o coronavirus. Le Covid-19 ou coronavirus a affecté nos vies au premier jour de mars. Nous connaissions déjà très bien le virus car avant nous, la Chine a souffert le même sort. Immédiatement, les nouvelles et la panique se sont répandues parmi la population car la capacité d'infection par le virus est très élevée. Et en peu de temps, tout le pays s'est vu imposer des règles à suivre, tant en hygiène personnelle qu'en hygiène publique, comme par exemple la relation entre le client et le travailleur. Si vous avez un malade à la maison, c'est facile de tomber dans la panique, du moins en ce qui concerne mon expérience personnelle. Vous ne pouvez pas aller à l'hôpital ou chez le médecin traitant, mais vous devez rester à la maison et appeler le numéro d'urgence pour être assisté.
Bien que cela n'ait pas été facile au début, car ne pouvant quitter le domicile, je ne savais pas comment obtenir de la nourriture et des biens essentiels. N'ayant pas de famille proche de mon domicile, malgré cela, il n'y avait pas de pénurie d'aide extérieure. Après ce premier moment de difficulté, mon partenaire et moi avons pu profiter de l'aide inlassable des travailleurs sociaux qui se sont personnellement chargés de retirer les courses du supermarché et de les amener chez nous. En plus de leur aide, il y avait aussi l'intérêt et l'inquiétude des autres associations et de l'hôpital qui appelaient chaque jour pour suivre la situation. Si vous avez un patient à la maison, vous devez évidemment vous comporter de manière responsable et civile afin de ne pas quitter la maison pour une raison quelconque, même si vous ne présentez aucun symptôme. Dans la mesure du possible, vous devez maintenir une certaine distance et une prévoyance envers les malades et désinfecter constamment les pièces. Même les ordures, par exemple, ne peuvent pas être jetées normalement et vous devez les garder à la maison pendant toute la période d'isolement. Dans notre cas, la municipalité de résidence nous a fourni 3 grands bacs en plastique dans lesquels nous avons dû mettre tous les déchets qui ont été ramassés et éliminés par eux à la fin de l'isolement. Le patient est déclaré en bonne santé si les 2 derniers contrôles sont négatifs. Le contrôle est effectué sur le seuil de votre domicile dans l'intérêt des agents de santé pour éviter tout type d'infection. Ils sont cependant protégés par un costume qui recouvre complètement leur corps et leur visage. L'écouvillon est fait avec un long bâton avec du coton à la fin qui est introduit dans le nez et la gorge. L'information des médias sur le sujet est vaste et assidue. Journaux, programmes télévisés, publicités et interludes sociaux ne manquent pas de nous rappeler les règles de base à suivre au quotidien. Cependant, surtout dans des cas comme ceux-ci, il est nécessaire de pouvoir distinguer les fausses nouvelles des vraies nouvelles et ce risque dans les médias sociaux devient encore plus grand. Je suis sûre que cela provoque une surcharge d'informations, mais cela ne peut pas être contrôlé. Je suis également convaincue que les règles adoptées par le pays sont utiles pour faire face à l'urgence. Dans ces situations d'urgence comme celle-ci, l'individualisme est l'ennemi du système. Nous devons penser et agir pour le bien de la communauté, et cela se fait en suivant les règles qui nous ont été données. E questo lo si fa soprattutto seguendo le regole che ci vengono date. En réalité, tout le monde ne peut pas rester à la maison. Certains travailleurs doivent continuer de se rendre sur leur lieu de travail. Hola, ¿qué tal? Bonjour, je m'appelle Gino Mirabelli. Je suis un ouvrier qui travaille pour une entreprise de la mairie de Gênes. Et nous travaillons en ce moment, pendant cette période particulière, avec le Covid. La vie a changé complètement. Ici, au travail, nous faisons 2 équipes. Il y en a qui travaillent le matin et d'autres qui travaillent l'après-midi, pour qu'il y ait moins de gens ensemble. Et tout a changé. Tout a changé parce que, pour sortir dans la rue, nous devons toujours avoir sur nous un document dans lequel on explique où l'on va et il faut faire les choses bien, pour éviter que la police, qui demande ces documents, nous donne d'abord une amende qui peut aller de 280 à 1000 euros, puis nous inflige une dénonciation pénale pour avoir violé le décret gouvernemental. C'est une situation, disons, très particulière et très difficile. Il faut aussi faire très attention. La vie a complètement changé. Moi, je viens au travail en voiture, alors qu'auparavant, je prenais le métro ou le bus. Mais maintenant plus, car en utilisant ma voiture, j'évite d'être en contact avec d'autres personnes. Tout a beaucoup changé. C'est la même chose pour rentrer à la maison. Ensuite, tu ressors pour aller au travail avec inquiétude, peur qu'on t'arrête, etc., etc. C'est une situation très difficile et on espère que cela se termine bientôt. Bon, ceci dit, on continue à avancer. Y bueno, y seguimos para adelante. La vie a changé, comme le dit Gino. Tout a changé, partout. Et Isabelle nous le témoigne depuis le supermarché où elle travaille. Je m'appelle Isabelle, je travaille dans un supermarché depuis que la crise sanitaire a été décrétée. On a complètement changé notre mode de travail, car nous nous trouvons en haut d'une colline, le parc technologique de Genova. Aux alentours, il y a seulement des bâtiments dédiés aux bureaux des différentes entreprises. Depuis que la quarantaine a été décrétée,
Les travailleurs sont restés à la maison et travaillent depuis là-bas. Au début, on avait peur car on pensait que notre supermarché aurait fermé. Puis une surprise est arrivée car tous les habitants du quartier ont commencé à venir se servir chez nous. On est devenu le classique supermarché de quartier. On a complètement changé notre manière de travailler car notre clientèle a changé. Les produits que l'on a dû avoir n'étaient pas les mêmes que l'on avait avant. On travaille beaucoup car un supermarché qui se vide, il faut ensuite le remplir. On a eu des moments de stress, pas vraiment pour le virus car par rapport à cela, on est toujours resté lucide et rationnel, mais beaucoup de stress pour toute la situation en général. On continue d'être stressé. Il y a des réalités parallèles au coronavirus. Il y a des émergences qui ne peuvent pas être délaissées, même durant cette période. La migration, c'est une de ces réalités. Casamondo est une structure de l'association de Papa Giovanni XXIII de Rimini, née en 1968 de l'idée de Don Oreste Benzi. Casamondo est un centre d'accueil extraordinaire où les migrants sont détournés pendant la période d'attente entre la demande d'asile et l'arrivée de la réponse. Théoriquement, ce temps de travail devrait être court, mais en raison des longues attentes bureaucratiques dans certains cas, les jeunes restent dans la structure même jusqu'à 3 ans. Pendant cette période, ils ont la possibilité de travailler, d'apprendre l'italien, de découvrir la culture et les modes de vie du pays qui les accueille grâce à la coexistence avec les volontaires de la maison. Comme dans une grande famille, leur période de quarantaine a commencé avant le 8 mars et de nombreuses précautions ont été prises pour protéger les habitants de la maison. Il n'était possible de partir que pour des raisons professionnelles, jusqu'à ce que le décret l'interdise. Les règles de base d'hygiène, désinfectants, masques, ont été adoptées. Différentes activités, comme la cuisine, le volleyball, les cours d'italien, naissent spontanément durant ce moment particulier. Chi è che non deve guardare? Son cosas que yo no sé, a mí me contaron algo que pasó, algo en la calle, en la micro, llegando a la casa todo sucedió. La migration. Un thème global qui fait le tour du monde avec ou sans Covid. À la frontière entre le Chili et la Bolivie, les déclarations des autorités à la frontière de Pisiga et les informations diffusées dans les médias nationaux ont laissé les Boliviens bloqués à la frontière, désolés. Le ministre de la Défense de la Bolivie, Fernando López, n'était pas seulement venu pour le rapatriement de ses compatriotes, il était venu s'assurer que les frontières étaient bien fermées. La chancelière Karen Longarich a également déclaré, c'est l'un de ses derniers comptes Twitter, qu'elle n'apporterait pas d'aide humanitaire à ces personnes. Ils étaient plus de 200, les Boliviens coincés à la frontière entre le Chili et la Bolivie. Hommes, femmes, enfants, travailleurs migrants qui n'arrivaient pas à survivre dans leur pays, virés de leurs emplois, renvoyés à leur pays d'origine, sans possibilité d'y rentrer. Je m'appelle Monica Quijua. Je suis une des centaines de Boliviens qui ont été bloqués à la frontière dans la région chilienne de Huara en essayant de rentrer dans notre pays. Durant 10 jours, on a été complètement abandonnés par les autorités boliviennes dans le froid et les intempéries. Heureusement que l'on a reçu de l'aide des autorités chiliennes de Huara, des Chiliens et des Boliviens résidant au Chili, autrement cela aurait été vraiment pire. Après de 10 jours suite à une forte pression nationale et internationale, on a réussi à rentrer en territoire bolivien. Le gouvernement a installé un campement où l'on devait rester 14 jours. Durant les premiers 4 jours, on n'a pas eu à manger, les douleurs d'estomac et de tête étaient insupportables. Ceux qui souffraient le plus étaient les mamans avec leurs enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes qui risquaient d'ailleurs de perdre leur enfant. Suite à cela, nous avons dénoncé cette situation en manifestant et le campement a été amélioré depuis. Maintenant, cela fait 5 jours que j'ai pu rejoindre ma famille. Qu'est-ce qui a signifié le Covid pour moi comme migrante ?
Le gouvernement de Bolivie n'était pas préparé pour gérer cela. Et cette situation actuellement est en train d'affecter aux plus pauvres ceux qui sortent du pays pour trouver un travail ailleurs. Moi et ma sœur, l'on a perdu le travail au Chili. Le ministre Murillo disait qu'il ne pouvait pas mettre en péril les 11 millions de Boliviens pour les 200 qui se trouvaient au Chili, selon lui pour faire du tourisme, quand il sait très bien que l'on a été là-bas pour travailler. En même temps qu'il nous empêchait de rentrer dans notre pays, il laissait cette opportunité avec les vols solidaires depuis Miami, Pérou, Chili, pour les Boliviens qui pouvaient payer un vol en avion. Ainsi, il a démontré que pour le gouvernement de Bolivie, il y a des citoyens de première classe et de deuxième classe. Comme dans le reste du monde, cette crise sanitaire a mis en évidence le fracas du système néolibéral, qui priorise les entreprises et le capital et pas la vie. Avec des politiques discriminatoires et contradictoires, on a vu comme notre vie vaut tellement peu. Depuis le mois d'octobre passé, notre peuple s'est réveillé et on a commencé à s'organiser. De cette façon, cette organisation en assemblée territoriale est utile aujourd'hui pour construire de nouvelles formes de collaboration, pour créer de nouvelles manières de nous soutenir durant cette pandémie que l'on va résoudre seulement de manière collective, parce que nous savons que seulement le peuple aide le peuple. Son cosas que yo no sé, a mí me contaron algo que pasó, algo en la calle, en la micro, llegando a la casa, todo sucedió. La pandémie de coronavirus frappe les économies en développement à un moment où ces pays font déjà face depuis plusieurs années à un endettement insoutenable, ainsi qu'à des besoins économiques et sanitaires croissants. Selon un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, les pays en développement ont actuellement des obligations de service de la dette pour la prochaine décennie qui sont à des niveaux écrasants. Rien qu'en 2020 et 2021, les décaissements destinés au paiement de la dette publique extérieure sont estimés à près de 3,4 milliards, entre 2 et 2,3 milliards dans les pays en développement à revenus élevés, et entre 666 millions et 1,6 milliard de dollars dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, toujours selon le rapport. Les turbulences financières provoquées par la crise ont provoqué des sorties records de flux et de capitaux en provenance des économies émergentes, ainsi que de fortes dévaluations des monnaies de ces pays, entraînant un coût encore plus élevé du service de la dette. Au Chili, le gouvernement prend des mesures par phase. Se concentrant plutôt sur le côté économique, seulement certains quartiers sont en quarantaine. Les jeunes, que jusqu'à quelques jours auparavant affrontaient les carabineros à la place de la Dignidad depuis le 18 octobre 2019, aujourd'hui s'occupent de désinfecter les lieux publics. Les voisins s'organisent. Une quarantaine solidaire et autogérée, celle de l'Amérique latine, car l'aide du gouvernement peine toujours à arriver. La vida parece igual, ya nada me importa, todo es irreal. Mirando tele en la cama, la vida se pasa y los sueños se van. Volante o maleta, me quedan 10 letras y justo a mí me iba a pasar. Maldita la hora que salí de casa, hoy yo no quería trabajar. A finales de abril, el epicentro de la epidemia. À la fin du mois d'avril, l'épicentre de l'épidémie du coronavirus se transférera d'Europe en Amérique. Les avantages géographiques de la région se verront diminués par la pauvreté, l'inégalité et la complexité de la situation du service de santé. Au Mexique, le 21 avril a été décrétée la phase 3 et en accord avec les Nations Unies, il arrive au pire moment pour le pays. Les cas positifs ont atteint le nombre de 11 000 et on a bientôt atteint les 1000 morts. Le gouvernement actuel est en train d'affronter cette situation avec un système de santé qui a été délaissé pendant des décennies par les administrations néolibérales, avec peu de ressources économiques et humaines. Le Mexique a appliqué les mesures de l'Organisation mondiale de la santé. Distanciation physique,
confinement et hygiène personnelle. Mais pour la majorité des Mexicains, le confinement n'est pas une option possible. 60% de la population active au Mexique dépend de l'économie informelle et doit sortir pour trouver du travail et survivre. Les grandes entreprises ont exigé des subventions au président. Des prêts ont été octroyés aux petites et moyennes entreprises. Et ont été maintenus les programmes sociaux dirigés aux secteurs les plus vulnérables. Mais le coronavirus n'a pas arrêté le narcotrafic. Il continue de maintenir le pays dans un contexte de violence extrême. Le mois de mai a été un des plus violents enregistrés, avec plus de 3000 homicides. C'est la réalité mexicaine face à la crise du coronavirus. Comme au Mexique, en Colombie également beaucoup de personnes vivent dans la rue et la pandémie n'a fait que d'aggraver leur situation. C'était très dur pour moi. La majeure partie des endroits et des offres de travail ne sont plus disponibles. La boucherie où je travaillais a fermé. Maintenant, je travaille informellement dans la rue pour survivre, avec le soutien des autres personnes. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai reçu aucune aide. J'ai reçu plus d'aide des gens d'autres pays que de la Colombie. Beaucoup de gens n'ont rien. Ils nous disent qu'il y a des auberges, mais il y a déjà beaucoup d'autres personnes et pas de place pour tous. Il y a 10 000 personnes qui vivent dans la rue. Il faut être plus attentif à nous. On survit grâce aux donations des gens et non grâce à l'aide du gouvernement. Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida, y a la aurora no es nada nuevo, pa' tus ojos grandes y pa' tu frente, al cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos, pa' tu mente ajena. L'Équateur est un des pays, peut-être le plus touché en absolu en Amérique latine par la pandémie de coronavirus. Plusieurs les inquiétudes et les démarches prises par la population. Hola, soy Yoshi Espinosa. Salut, je m'appelle Yoshi Espinosa. On se trouve dans la ville d'Otavayo. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est la place de Ponchos, le plus grand marché artisanal d'Amérique latine. Salut, je m'appelle Georges Moussunia. Je vis ici dans la communauté de Peguche. Je suis de nationalité Tungurahua, de la province de Chimborazo. La place de Ponchos a été mondialement visitée. Tout le monde la connaît, comme la place la plus grande d'Amérique latine. Aujourd'hui, avec la situation du Covid-19, on est très mal et on se rend compte que la place de Ponchos est un lieu sacré, très important pour les Quechua d'Otavayo. Là, on a beaucoup de choses à y exposer. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de gens venaient seulement pour se faire de l'argent, et rien de plus. Mais maintenant, on se rend compte que la place de Ponchos est reliée à la culture, la tradition, la gastronomie, les vêtements de nos peuples. La place de Ponchos est un symbole pour nous. Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida, y a la aurora no es nada nuevo, pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Ici, nous sommes très préoccupés sur ce qui va se passer dans ce lieu et avec la place de Ponchos. Je m'appelle Citlali Andrango de la communauté de Turuco en Cotacachi dans le nord de l'Équateur.
Vu la situation que l'on est en train d'affronter ici dans la communauté indigène, on a dû adopter des mesures de protection et approvisionnement des aliments. Protection car l'on a fermé toutes les entrées à la communauté et on a créé un groupe de garde avec les indigènes même pour contrôler qui sort et qui rentre et pourquoi, et pour garantir la sécurité, l'utilisation des masques et autres. Les membres de la communauté se sont organisés pour réussir à approvisionner les aliments. Normalement, dans les communautés, ce sont nous, les paysans, qui semons nous-mêmes nos produits. Ici, cela a créé une sorte d'échange, où des paysans produisaient certains aliments et d'autres produits, puis nous les vendons entre nous. C'est un moment nécessaire pour revenir à la campagne et garantir les droits des paysans et lutter pour qu'ils soient respectés en générant un lien plus direct entre la campagne et la ville et pour garantir la souveraineté alimentaire de notre territoire. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que al futuro, que cuando grandes, ahí murieron ya los momentos, sembraron así sus semillas y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. Où va le chemin? Effectivement, les réponses politiques spécifiques et les réformes institutionnelles étaient très particulières et propres à chaque pays. Si en Amérique latine, la solidarité des populations a permis de maintenir tout le monde hors de l'eau, en Inde, le collège de Saint-Joseph à Bangalore s'est réellement préparé pour soutenir les habitants les plus faibles de la région. पंकज तू उतर के अभी दे चले go little back क्या क्या ಯೋಳು ತಾನೆ ಯೋಳು ತಾನೆ ನೀವು ಯೋಳು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಪೂರಾಯ್ತಾ ಎಣಸ್ಕೋ ಪ್ರಣೀತ್. Hello friends, namaste. Salut tout le monde, je m'appelle Prakash Pradhan et je viens d'Inde. Comme vous savez, on vient de rentrer dans une crise globale appelée Covid-19. Nos médecins et travailleurs de la santé sont en train de faire un très bon travail comme sur un front. Et aussi, les volontaires font de leur mieux pour soutenir les gens dans la nécessité. Notre pays est en train de soutenir les personnes au niveau local et international, en emmenant des médicaments et en créant différentes missions pour soutenir d'autres pays en voie de développement. J'espère que nous allons bientôt surmonter cette situation et que nous allons vite retourner à la normalité. Salut, je m'appelle Spranish, je viens d'Inde. Nous savons tous ce qui est en train de se passer en ce moment. Face au coronavirus, tout le monde est affligé. Ma contribution, et celle de mon pays, est de distribuer des kits pour les amener aux migrants et aux différentes communautés. Notre but est de soutenir ces personnes qui n'ont aucune aide et qui font face à un terrible problème et risquent de perdre leur vie. C'est pour ça que la petite contribution de notre pays est de libérer de cette situation les personnes en détresse. Cette pandémie qui est répandue dans le monde entier est difficile à supporter. Je pense que nous avons tous une responsabilité dans les mesures que nous prenons. Je pense que c'est très important qu'on reste à la maison et de se maintenir en bonne santé. Je pense que l'Inde a réagi très vite. C'était une des meilleures décisions que le pays ait prises. Mais dans ce processus, il y a beaucoup de travailleurs migrants qui ont été touchés. Je fais partie des institutions qui cherchent à aider les gens, comme les travailleurs migrants et les autres travailleurs, en donnant des kits de secours. Je pense qu'il est aussi de notre responsabilité d'assurer que personne n'ait faim. De cette façon, nous prenons soin de notre santé et les précautions nécessaires. Maintenant, changeons de continent, de contexte. Voyageons vers les campements des réfugiés sahraouis au sud de l'Algérie. Selon le HCR et l'Organisation mondiale de la santé, 15 à 20 litres d'eau par personne et par jour sont nécessaires pour couvrir les besoins de base en matière de santé et de bien-être. Cependant, la réalité dénoncée par les ONG et l'Agence des Nations Unies est bien différente.
Chaque camp de réfugiés de personnes déplacées est différent, mais je n'en ai pas encore vu où ce nombre minimum est atteint, explique Maite Guardiola, conseillère en eau et assainissement du Kenya pour Médecins sans frontières. L'expert assure qu'il existe des zones, en particulier sur le territoire africain, où la désertification est si grave qu'il est difficile d'obtenir le minimum de ressources en eau, où les investissements dont ils auraient besoin pour les amener dans les camps sont exorbitants. La vie dans les camps de réfugiés sahraouis est extrêmement difficile. La rudesse du désert et le manque de ressources rejoignent le désespoir. Ici, on manque d'eau et de ressources. De plus, la pandémie empêche le respect des coutumes de ces nomades. Je m'appelle Salek, je vis dans les campements des réfugiés sahraouis. Je travaille avec l'Association des Amis du Peuple Sahraoui de Séville dans la coordination. On se trouve dans les campements sahraouis depuis 5 semaines, avec une vie différente de la normalité. À cause du coronavirus, tout est fermé. Il n'y a pas de travail, on ne peut voir personne. On est en train de comprendre peu à peu les mesures choisies par le ministère de la Santé. On ne peut pas saluer les personnes, leur serrer la main, on ne peut pas se rendre dans les lieux publics. On essaye de faire au mieux pour les respecter, car ces mesures sont très différentes de notre culture. Nous nous asseyons tous ensemble, nous prenons le thé ensemble, nous mangeons dans la même assiette, nous saluons toutes les personnes que nous rencontrons. On est en train de lutter pour respecter les mesures et nous protéger. Dans le travail, tout a changé, tout est fermé, car le marché de Tindouf est fermé. Et nous emmenons la nourriture et tout autre matériel de construction depuis là-bas. C'était le seul endroit. Maintenant, nous pouvons seulement amener de la nourriture et les affaires de première nécessité, mais rien d'autre. C'est une vie très différente, mais on doit respecter les mesures pour pouvoir survivre à cette situation avec le coronavirus. Et heureusement, nous n'avons pas beaucoup de cas ici. Et nous espérons le meilleur pour tout le monde. Ici au campement, plusieurs expatriés se trouvent bloqués sur place. Pour eux, à part le fait de ne pouvoir pas rentrer, la vie n'a pas réellement changé. Bonjour, je m'appelle Vicente Serret Martin, je travaille pour l'Association des Amis du Peuple Sahraoui de Séville et je me trouve actuellement dans les campements de Sahraouis déplacés à Tindouf, en Algérie. Nous sommes ici depuis le mois de février, depuis le 1er février en ce qui me concerne, et en principe, on devait rester pour une période de 3 mois. Durant les 2 premiers mois, il n'y a eu aucun incident. Bien qu'en Europe, les cas de coronavirus avaient déjà commencé à s'étendre et à se compter par milliers, en Algérie, il n'y avait pas encore de cas, ou alors quelques cas isolés dans les villes du nord d'Alger et d'Oran, qui sont les plus grandes villes et par conséquent connaissent le plus grand trafic de personnes et de marchandises. Ensuite, à cause de la propagation du virus dans ces villes du Nord, à la fin du mois de mars, le gouvernement algérien a décidé de prendre des mesures préventives telles que fermer les frontières, le trafic aérien et isoler et confiner la population à domicile. Sur cette base, l'autorité politique sahraoui, le Front Polisario, a fait la même chose et tant le ministère de la Santé algérien que le ministère de la Santé sahraoui nous ont transmis des mesures de prévention pour éviter la propagation du coronavirus et notre vie a effectivement changé à partir de là. Cependant, cela n'a pas affecté notre routine quotidienne parce que nous, les coopérants, nous vivons dans un complexe. Une enceinte sécurisée 24 heures sur 24 qui ne se trouve pas à l'intérieur des camps de réfugiés. Il se trouve sur le territoire administré par l'autorité politique sahraoui, le Front Polisario, mais ne se trouve pas à l'intérieur des camps. Notre vie quotidienne consistait, avant ces mesures préventives et de confinement, à faire le matin des visites techniques sur le terrain pour les projets que nous mettions en place, puis, l'après-midi, de revenir à notre lieu de résidence et y passer le reste de la journée.
Dans cet endroit, nous disposons d'espaces de loisirs, d'un potager, d'une salle de sport, de différentes installations communes et même d'un vaste espace pour pouvoir nous promener. Donc la seule différence dans notre routine et notre vie quotidienne est de ne pas pouvoir réaliser les visites sur le terrain comme nous le faisions normalement pour superviser et suivre les projets que l'on est en train de réaliser. Néanmoins, nous avons le personnel local sahraoui qui est engagé pour cela, en tant que coordinateur, qui continue à faire son travail, et nous maintenons le contact par téléphone depuis nos maisons où nous travaillons désormais. Pour le reste, il n'y a aucun souci. Il n'y a encore aucun cas de coronavirus confirmé dans les campements et la situation en Algérie n'a rien à voir avec ce qui se passe en Europe ou dans d'autres pays occidentaux. Nous sommes donc tranquilles dans l'attente de nouvelles avec la sécurité de savoir que notre vie ici est certainement meilleure et plus libre que celle que nous pourrions avoir dans nos pays d'origine, qui sont en majorité européens et dans lesquels la population voit comment sa liberté a été restreinte et limitée au maximum, obligeant depuis déjà plus d'un mois la majorité des gens à rester confinés à domicile. La pandémie n'a pas amené que de terribles conséquences. Elle a fait également apparaître de jolis projets à la surface. Un exemple parmi d'autres, le marché Kwandé. Déjà à mon grand-père, à mon arrière-grand-père, donc c'est vraiment une histoire de famille depuis très longtemps. Du coup, depuis 5 ans, on a continué à jouer sur la diversité de notre ferme. On fait 250 sortes de fruits et légumes. On fait les marchés à Lausanne. On livre aussi des restaurants, beaucoup de spécialités pour les restaurants gastronomiques. Ouais. On fait des fleurs comestibles, des mini-légumes, voilà, des spécialités comme ça que peu d'autres fermes font. Plein de choses. Et puis, du coup, quand est arrivé ce Covid, on a perdu du coup 95% de notre chiffre d'affaires. Oui. Parce qu'on a perdu tous les marchés à Lausanne, plus tous les restaurants. Il ne nous restait plus que le marché à la ferme du jeudi et les paniers, qui était une petite chose dans l'entreprise. Du coup, on a dû complètement tout réinventer l'organisation de l'entreprise, ouvrir le marché à la ferme tous les jours, tous les après-midi, le samedi matin, faire beaucoup de communication pour... C'était ouvert juste une fois par semaine? C'est ça, c'était que le jeudi après-midi, et puis on faisait les paniers aussi le jeudi, le même jour. Mais on faisait pas beaucoup de paniers, c'était quelque chose de marginal qu'on faisait comme ça avec notre site internet, mais qui représentait voilà, une petite partie de tout toutes nos ventes. Donc c'était vraiment les marchés et les restaurants où on vend quasiment tous nos légumes. Ouais. Bah là, en tout cas, ça a du succès parce qu'il y a plein de monde. Oui, ça fait plaisir. Ouais, cet engouement de la population pour venir voilà, chez nous et chez d'autres producteurs locaux aussi, parce que ça se passe un petit peu en général en Suisse. Depuis que les supermarchés, les gens ont l'impression que c'est plus risqué, etc. Il y a eu aussi une sensibilisation en général pour essayer d'aider les petits producteurs dans ce moment difficile. Du coup, ça a fait que tous les marchés à la ferme ont beaucoup plus de monde que d'habitude. Les producteurs locaux vendent plus de légumes encore que d'habitude, donc c'est super. Non. Et nous, on a pu rattraper justement ce qu'on avait perdu avec les restaurants, etc. en faisant ce marché à la ferme. Donc on est vraiment content, reconnaissant de la population. Est-ce que tu crois que du coup le Covid, d'une certaine façon, il a rapproché les Suisses de la production locale? Ouais, je pense que oui. Ouais, une partie de la population, je pense qu'il va faire un pas en avant pour consommer plus local, consommer mieux, manger mieux. Ouais, je pense qu'il va y avoir, ça va pas tout changer, mais il va y avoir, je pense, un pas qui va être fait dans le bon sens en général en Suisse. Ouais, ça va être très très bénéfique, je pense, pour le local. Ouais. Et là, vous avez aussi beaucoup de gens qui viennent vous aider? Oui, là maintenant, on a, depuis qu'il y a le Covid, beaucoup de gens veulent venir nous aider, même dans le bénévolat. Ils n'ont plus de travail, du coup, ils veulent venir juste des jours à la ferme, ça nous aider. On prend aussi des woofers, c'est des gens qui dorment ici à la ferme, qui travaillent pour nous. Et puis en plus, on a l'équipe voilà, de base qui est là. Donc c'est un mix comme ça de personnes, d'employés de Macédoine, du Portugal, les woofers qui viennent un petit peu de partout dans le monde. Puis nous on aime cette diversité et puis travailler voilà, dans une bonne humeur et puis avec des gens un peu partout hétéroclites. Et puis juste
Tu as dit que vous avez repris des fromages, du pain, des produits aussi d'autres endroits. Oui, c'est ça. Après, suite à justement, quand on a ouvert ce marché à la ferme, il y a eu de plus en plus de monde. Et il y a certains producteurs qui ne vendent plus rien parce qu'ils vendent des co-marchés. Et du coup, on les aide en leur achetant leurs produits. Par exemple, on achète les fromages à mon cousin. Donc ça, c'est un fromage gruyère qui est d'alpage que mon cousin il fabrique. On prend les fleurs d'un ami qui vient de Launay à côté. On vend les vins d'un autre copain qui vendait beaucoup au restaurant. Du coup, ils ne vendent plus rien, donc ils vendent aussi ses vins ici au marché à la ferme. Voilà, on s'aide comme ça dans ces moments. Beaucoup plus qu'avant, en fait. Ça a aussi rapproché les producteurs entre eux, en fait, cette situation. Et du coup, est-ce que c'est presque positif, ce qui est en train de se passer? C'est pas positif pour le général, mais pour la production locale de légumes, par exemple en France, on a vu les statistiques, il y a 3 fois plus de légumes français vendus en France qu'avant le Covid. Donc pour ça, oui, ça a rapproché les gens du local. Je pense qu'aussi le fait que les restaurants ferment, les restaurants ne jouent pas trop le jeu du local. Du coup, les gens ils cuisinent à la maison, puis quand on cuisine à la maison, on fait attention à ce qu'on achète. Du coup, c'est ça qui fait aussi qu'il y a beaucoup plus de produits locaux qui sont achetés. Je pense que c'est vraiment ça, que les gens maintenant cuisinent 6-7 fois par semaine, alors qu'avant ils cuisinaient 2-3 fois. Et puis ils allaient au resto, puis au resto, ça vient souvent des produits les moins chers, parce qu'ils sont la pression des prix, évidemment, c'est pas pour critiquer, mais c'est vraiment ce qui se passe. Ouais. C'est super. Tu veux ajouter quelque chose? Moi, en tout cas, ce que je trouve beau dans cette histoire, qui me met des frissons, c'est l'engouement de la population de venir nous aider, parce que il y a 1 mois, on n'était vraiment pas bien. On avait tout perdu et du coup, c'est vraiment beau. Voilà, j'aimerais remercier tout le monde. Son cosas que yo no sé, a mí me contaron algo que pasó. Algo en la calle, en la micro, llegando a la casa todo sucedió. La vida parece igual, ya nada me importa, todo es irreal. Mirando tele en la cama, la vida se pasa y los sueños se van. Volante o maleta, me quedan 10 letras y justo a mí me iba a pasar. Maldita la hora que salí de casa, hoy yo no quería trabajar. Son cosas que yo no sé, a mí me contaron algo que pasó. Algo en la calle, en la micro, llegando a la casa, todo sucedió. La vida parece igual, ya nada me importa, todo es irreal. Mirando tele en la cama, la vida se pasa y los sueños se van. Volante o maleta, me quedan 10 letras y justo a mí me iba a pasar. Maldita la hora que salí de casa, hoy yo no quería trabajar. Son cosas que yo no sé, a mí me contaron algo que pasó. Algo en la calle, en la micro, llegando a la casa, todo sucedió. La vida parece igual, mirar para el lado parece fatal. Mirando tele en la cama, la vida se pasa y los sueños se van. Volante o maleta, me quedan 10 letras y justo a mí me iba a pasar. Maldita la hora que salí de casa, hoy yo no quería trabajar. No.